Germinal. Quand on entend ce titre, on pense tout de suite à Émile Zola, bien sûr. Mais ce livre, publié en 1885, c'est bien plus qu'un simple roman. C'est une véritable explosion. On va plonger ensemble dans l'histoire absolument brutale d'une grève de mineurs qui a secoué la France du 19e siècle. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce livre est tellement plus qu'une histoire, et surtout comment sa colère, sa rage, résonnent encore aujourd'hui. Alors, pour bien saisir l'impact de ce livre, il y a une anecdote qui dit tout. Vraiment tout. Imaginez la scène. On est aux funérailles d'Émile Zola. Et dans la foule, ce ne sont pas des critiques littéraires ou des intellectuels qui mènent le cortège, non. C'est une délégation de mineurs. Et que crie-t-il en suivant son cercueil ? Il scande « Germinal, Germinal ». C'est incroyable, non ? Ça nous montre que ce livre, ce n'était pas juste de l'encre sur du papier. C'était une arme. C'était la voix de ceux qui n'en avaient pas. Bon, pour vraiment comprendre Germinal, il faut d'abord comprendre Zola lui-même. C'est essentiel parce que Zola, ce n'était pas juste un romancier qui inventait de belles histoires, pas du tout. Lui, il se voyait comme un scientifique. Son ambition, son grand projet, c'était d'utiliser le roman comme une sorte de laboratoire pour disséquer la société de son temps. Et la clé de cette expérience scientifique, c'est un mot, le naturalisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Pour Zola, c'est assez simple et en même temps c'est terrible. L'être humain n'est pas libre. Il est le produit de deux forces immenses. D'un côté, il y a l'hérédité, tout ce qui est inscrit dans nos gènes, hérité de nos ancêtres. Et de l'autre, il y a le milieu, l'environnement social, familial qui nous façonne. Du coup, ces personnages, ce sont en quelque sorte des expériences vivantes, des cobayes, prisonniers à la fois de leur biologie et de leur société. Il faut savoir que Germinal n'est pas un livre isolé. Non, c'est en fait une pièce d'un puzzle absolument gigantesque. Une saga de 20 romans, les fameux Rougon-Macquart. Chaque livre de cette série, c'est comme une plongée, une autopsie d'une facette de la société française du Second Empire. Et avec Germinal, Zola braque son projecteur, sa loupe de scientifique, sur le cœur le plus sombre de la révolution industrielle, le monde des mineurs. Bon, à cette théorie, vous ne trouvez pas ? On a posé le cadre, maintenant il est temps de descendre vraiment dans la mine. Allons voir comment cette fameuse expérience naturaliste se déroule sur le terrain, dans la boue, la sueur et le charbon. Nous voici donc à Montsou, un paysage noir façonné par le charbon et la misère. Et ce qui est fou, c'est que ce décor, il n'est pas sorti d'imagination de Zola, pas du tout. En 1894, pour préparer son roman, il est descendu lui-même dans une vraie mine, à Anzin. Il a parlé aux mineurs, il a respiré la poussière, il a senti la peur. Tout ce qu'il décrit, il l'a vu de ses propres yeux. Et c'est là, au milieu de ce désespoir, qu'arrive notre personnage principal, Étienne Lantier. Attention, il n'est pas n'importe qui. C'est le fils de Gervase Macquart, l'héroïne de l'Assommoir. Et comme toute sa famille, il porte en lui ce que Zola appelle une tare héréditaire, une tendance à la violence, une rage meurtrière qui explose avec l'alcool. En gros, c'est un homme avec une véritable bombe à retardement dans le sang, le sujet d'étude parfait pour l'expérience de Zola, n'est-ce pas ? Dans ce monde, la mine elle-même n'est pas juste un lieu de travail, c'est bien plus que ça. C'est un monstre. Zola lui donne un nom terrible, le voreux, littéralement celui qui dévore. Et la métaphore est filée tout au long du livre. Chaque matin, cette bête insatiable ouvre sa gueule et avale sa ration quotidienne de chair humaine. Et chaque soir, elle la recrache, brisée, épuisée. C'est sans doute l'une des images les plus puissantes et les plus terrifiantes de toute la littérature française. Et sous terre, dans le ventre de la bête, c'est une véritable machine humaine. Chacun a sa place, une hiérarchie implacable. Il y a le porion, le contremaître, qui commande, le piqueur, l'ouvrier d'élite, qui abat le charbon à la force de ses bras, et puis le herscheur, souvent des femmes ou même des enfants, qui poussent des wagonnets infernaux dans des galeries étouffantes. Au final, ce ne sont plus vraiment des êtres humains. Ce sont des rouages, de simples rouages dans un engrenage gigantesque qui les broie lentement. Mais voilà, dans cet enfer organisé, Étienne n'apporte pas seulement sa force de travail, il apporte autre chose, quelque chose de nouveau, de dangereux pour l'ordre établi. Des idées socialistes, des théories révolutionnaires qu'il a lues. Et dans la terre noire et misérable de Montsou, ces petites graines de révolte, elles vont trouver un sol incroyablement fertile. Et pour bien comprendre ce conflit qui couve, Zola nous présente deux familles qui sont comme le miroir inversé l'une de l'autre. D'un côté, on a les Maheu, mineurs de père en fils, leur vie c'est la pauvreté, les dettes, l'épuisement. De l'autre côté, on a les Grégoire, actionnaires de la mine, de père en fils, leur vie à eux c'est le confort, les rentes, la brioche qu'on mange au petit déjeuner. C'est simple, les uns crèvent sous terre pour que les autres puissent vivre tranquillement à la surface. Ce sont deux mondes qui s'ignorent, mais qui vont bientôt se percuter, et ce sera dans une violence inouïe. Face à cette injustice flagrante, Étienne va complètement se transformer. Le jeune ouvrier un peu perdu du début va devenir un leader. Comment ?
D'abord, il se met à lire. Il dévore les théories socialistes. Ensuite, il passe à l'action. Il crée une caisse de prévoyance pour s'entraider. Il organise une section locale de l'Internationale des travailleurs. L'ouvrier devient un meneur. L'ignorant devient presque un prophète pour les siens. Son but n'est plus seulement de survivre au jour le jour. Non, maintenant, il veut changer le monde. Mais cette vision d'une lutte organisée, socialiste, ne convainc pas tout le monde. En face d'Étienne, il y a un autre personnage fascinant, Souvarine. C'est un anarchiste russe, un réfugié politique. Et sa vision est radicalement différente. Si Étienne veut construire un monde meilleur à travers la grève et l'organisation, Souvarine, lui, est un nihiliste. Il pense qu'il n'y a rien à sauver. La seule solution, c'est de tout détruire, de tout faire sauter. C'est l'éternel dilemme de la révolution, finalement. Faut-il réformer ou faut-il tout raser pour reconstruire? Alors, on a tous les ingrédients en place. Les idées révolutionnaires qui rencontrent la misère la plus totale, l'espoir qui se heurte à une réalité brutale. Le cocktail est forcément explosif. Il ne manque plus qu'une toute petite étincelle pour que tout s'embrase. Et cette étincelle, elle va déclencher la grande grève de Montsou. Et l'étincelle, quelle est-elle? Eh bien, c'est une histoire tristement banale. Une baisse de salaire. Une baisse déguisée, technique, que la compagnie présente comme une simple mesure de rationalisation. Mais pour les mineurs, ça ne veut dire qu'une chose. Encore moins de pain sur la table. C'est la goutte d'eau. La colère, qui était contenue depuis si longtemps, explose. La grève est votée. Et à partir de là, l'escalade va être incroyablement rapide et d'une brutalité sans nom. L'enthousiasme, l'espoir des premiers jours de grève, tout ça est vite remplacé par la faim. Puis la faim se transforme en colère. La colère, elle, débouche sur la violence. Des émeutes éclatent, les mineurs sabotent le matériel. Et bien sûr, la compagnie appelle l'armée en renfort. La machine tragique est lancée et plus rien ne pourra l'arrêter. Il faut bien se demander d'où vient une telle fureur, une telle rage. Elle ne sort pas de nulle part, évidemment. C'est l'héritage de générations entières sacrifiées au fond de la mine. C'est l'accumulation de décennies de labeur inhumain, de poumons noircis dans la poussière de charbon, de vies entières consumées dans l'obscurité. Tout ça pour que d'autres, à la surface, puissent vivre dans la lumière. Et puis, arrive l'irréparable, le point de non-retour. Face à la foule, les soldats finissent par tirer. Le bilan est terrible, 14 morts. Et parmi eux, une figure centrale, Toussaint Maheu, le patriarche, le mineur sage et respecté par tous. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement 14 corps qui tombent à terre, c'est l'espoir de toute une communauté qui est abattue. Au milieu de ce chaos absolu, la prophétie destructrice de l'anarchiste Souvarine va se réaliser. Pour lui, la preuve est faite. La grève, la réforme, ça ne mène à rien. Puisque le système ne peut pas être changé, il ne reste qu'à le détruire. Alors seul, il agit. Il sabote le puits de la mine. Et le voreux, le monstre qui dévorait les hommes, finit par être lui-même dévoré, englouti par les eaux. C'est une vision d'apocalypse. Le constat est donc terrible. C'est un échec total. La grève est écrasée dans le sang, la mine elle-même est détruite, les leaders sont soit morts, soit en fuite. Alors, la question devient inévitable. Toute cette souffrance, tout ce sang versé, est-ce que tout ça n'a servi à rien? Zola aurait pu s'arrêter là, nous laisser sur cette image de désastre absolu. On pourrait se dire, voilà, c'est la fin, la défaite totale. Mais non. La réponse, l'espoir, il est caché là, depuis le début, sous nos yeux, dans le titre même du roman. Germinal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, germinal? C'est un mot qui vient du calendrier républicain, créé pendant la Révolution française. Et il désigne le mois du printemps. C'est le mois où, sous la terre qui semble encore morte et froide après l'hiver, les graines commencent à germer. Et là, on comprend tout. La défaite n'est pas une fin, c'est une semence. Le sang des mineurs a servi d'engrais. Il a irrigué le sol pour une récolte future. Étienne, lui, survit miraculeusement à l'inondation. Il est extirpé des entrailles de la terre, mais il a tout perdu. Ses amis sont morts. Catherine, la femme qu'il aimait, meurt dans ses bras au fond de la mine. Il quitte Montsou, vaincu, c'est certain, mais il est aussi profondément transformé. Fini l'idéalisme un peu naïf du début. Ses idées révolutionnaires sont maintenant tempérées par une nouvelle conviction. Le combat doit continuer, mais par l'action organisée, syndicale, légale. Et le livre se termine sur une vision absolument magnifique, une vision presque prophétique. Alors qu'il quitte Montsou au petit matin, Étienne croit entendre la terre vibrer sous ses pieds. Et il comprend que ce ne sont pas les coups de pioche des quelques mineurs qui reprennent le travail, non. Ce qu'il entend, c'est le bruit d'une armée vengeresse qui germe lentement sous la terre. Une armée qui grandit pour les récoltes du siècle à venir. La défaite d'aujourd'hui n'était qu'un commencement. Le combat, lui, ne fait que commencer. C'est ça la promesse éternelle et puissante de Germinal.